oui, je suis infidèle, mais par contre, avec le consentement des partenaires. J'ai encore des tentations, mais je voudrais ne plus avoir de tentations qui vraiment puissent chagriner quelqu'un. Je pense que quelqu'un qui arriverait à m'échapper toute ma vie serait la femme idéale. Commençons d'emblée par un aveu. La beauté féminine me trouble. Elle provoque en moi une émotion qui souvent m'embarrasse. Certes, la tentation n'est pas le péché, et Jésus lui-même subit pendant 40 jours les assauts du diable qui voulait le séduire. Mais pour avoir lu la Bible et les récits du Jardin d'Éden, je sais que croquer la pomme peut entraîner, comment dire, de graves conséquences sur la santé. Eh bien, dans ce documentaire sur la tentation, 6 témoins ont accepté de me parler et d'évoquer leur propre expérience sur les charmes, mais aussi sur les ruses du désir. Première constatation qui confirme ce qu'Adam a toujours dit à Ève, la tentation est féminine et les hommes, les hypocrites, ne font que la subir. Il paraît que vous êtes convaincu que votre réputation de séducteur est usurpée. Je n'arrive pas à y croire. Ah si, je suis totalement inactif. Je subis totalement les événements. Alors ça, vraiment, non, vous vous êtes trompé sur ma réputation. Non, moi je suis timide, je reste assis dans mon coin et il m'arrive des rencontres imprévues. Voilà. Le problème alors c'est quoi? Vous n'arrêtez pas de croiser sur votre chemin des tentatrices? Ah, dans la mesure où je répète cette espèce de schéma qui consiste à rencontrer quelqu'un d'extraordinaire et puis ensuite rencontrer quelqu'un d'extraordinaire et quitter la première personne extraordinaire devenue un peu moins extraordinaire pour la nouvelle qui est un peu plus extraordinaire et en rencontrer ensuite une troisième qui est un peu plus extraordinaire que celle qui était extraordinaire 3 ans plus tôt. Oui, je crois que j'ai répondu à la question. C'est formidable, hein? Vous êtes une victime. Oui, c'est très catholique, je sais, c'est mon éducation. J'ai été élevé à l'école Bossuet par des prêtres. On m'a tout de suite très tôt expliqué dans la vie que tout ce qui était agréable était un péché, que tout ce qui était désir allait être puni, que j'irais en enfer si jamais je désirais tout le monde. Et donc j'ai compris qu'il fallait être une victime et ne jamais reconnaître qu'on est une machine désirante. Cette rencontre récurrente avec la tentation, vous la situez donc pile tous les 3 ans. J'ai pas vraiment chronométré, je ne suis pas à ce point de psychopathie, mais sans doute bientôt. Non, ce qui s'est passé, c'est que j'ai constaté quand même qu'il y avait une vraie passion qui dure 1 an. Ensuite, une année de tendresse, de complicité. Et puis après, une année où on commence à regarder ailleurs. J'ai théorisé ce truc-là, mais sans que ça me fasse plaisir. Et je rêve que d'une chose, c'est d'avoir tort. Je continue d'espérer que cette malédiction va cesser, que je vais arriver à battre tous mes records. Il se trouve que malheureusement, c'est toujours pas le cas, mais j'ai bon espoir hein, d'avoir menti à tous mes lecteurs. Est-ce que pour faire une nouvelle grande rencontre, vous avez besoin toujours d'être déjà pris? Ça m'embête de vous répondre ça, mais oui. Je crois que l'attirance pour l'interdit participe de mon comment on peut dire, de ma libido, hein, peut-être, oui, je crois. Je crois que si je vis dans une époque où tout est permis, mais j'ai besoin de recréer des interdits parce que c'est plus sexy. Et le couple crée une
manière, je le vois, moi, artificiellement, comme une manière d'enfermement, et peut-être une autre créature qui débarque comme une sorte de libération. Hey! Merci, bonsoir. Ça me fait bizarre de vous voir en vrai. C'est souvent ce qu'on me dit, hein. C'est ce qu'on nous dit à nous, les vedettes. Oh, comment ça fait bizarre de te voir en vrai. Tout à l'heure, là, j'ai croisé 2 mecs. Là, il y en a un qui me fait « Eh, mais vous êtes vous ?» Et son copain, qui était aussi intelligent que lui, a dit « Non, mais laisse tomber, ça doit être un synonyme. » Après, ils sont partis. Spécial. Est-ce que c'est plus facile pour vous de séduire une femme juste après qu'elle vous ait vu sur scène? Oui. C'est plus facile. Parce que si elle m'a vu sur scène, elle sait qui je suis. Si elle n'est pas idiote, elle a compris qui j'étais. Donc c'est génial. Le spectacle a fait la moitié du travail. Et puis c'est vrai que pour être très mégalo, il y a une certaine forme de pouvoir en fait qu'on a quand on est seul sur scène et que des gens viennent vous voir et qu'ils applaudissent et qu'ils viennent rire. Ça ne peut que forcément séduire une femme. Quel est sur scène votre souvenir le plus marquant? Il y avait une femme que j'aimais dans la salle et que je voulais séduire, à qui je voulais plaire. C'était à la Cigale, je me souviens, très très bien. Et je crois que c'est le moment où j'ai été le plus heureux de ma vie sur scène. Je savais qu'elle était dans la salle, j'avais terriblement envie de lui plaire, et tout ce que je faisais marchait. Et après le spectacle, j'étais là, ça y est quoi, c'est bon. Et en fait, c'est comme si je n'avais joué que pour une personne, pour elle. Vous dites c'est bon, ça y est, ça veut dire que cette femme a fini dans votre lit? C'est pas du tout comme ça que ça se passe, parce que comme elles sont pas idiotes, elles se disent mais attends, je suis pas une pute moi, je suis pas une fille facile, c'est pas parce que t'es connue que je vais coucher avec toi le premier soir. Donc non, c'est pas aussi... C'est un cliché. Et souvent, c'est des choses qui m'exaspèrent parce que si je sors et que un type me voit discuter avec une fille, il me dit « Ah, ça va, Semoun, pour toi c'est facile, c'est bon, putain, j'aimerais bien être à ta place. » Mais c'est faux. Mais 10 fois sur 10, je rentre seule parce que les filles sont pas comme ça, quoi. Les filles ne sont pas comme ça. Et du coup, même quand ils sont pétris de religion comme Roland Giraud, les hommes succombent à leurs attraits. Je viens vous voir parce que je ne pense pas que vous soyez un saint. Ah, comme vous avez raison. Et je me demande quelle différence il y a entre un croyant qui cède à la tentation et un incroyant qui y cède. Ah oui, un croyant qui cède à la tentation, un petit moment d'hypocrisie. Parce qu'il sait que c'est pas bien, il le fait quand même. Parce que c'est un homme et qu'il est extrêmement faillible. L'incroyant qui cède à la tentation se laisse aller à ses pulsions, et évidemment ça nous rapproche de l'ordre animal. Je crois que la différence qu'il y a entre la foi, la croyance et les animaux, que j'aime beaucoup par ailleurs, c'est qu'eux répondent à des instincts, même avec une certaine intelligence parfois, très simple, dictée par les nécessités organiques, mais nous croyons parce que nous avons cette faculté d'espérer. Quand vous avez cédé à la tentation, à chaque fois vous l'avez regretté? Oui. Oui, et à chaque fois je l'ai payé d'une certaine manière. C'est-à-dire? Ça n'a pas été impuni. Ça m'a posé des complications terribles, ça m'a fait... ou bien ça m'a coûté très cher. Dans un livre que vous avez écrit, Chagrin de vie, vous racontez l'histoire d'une liaison amoureuse que vous avez eue et l'ambivalence de vos sentiments. Mais oui. C'est-à-dire que, à la fois j'étais ravi d'y aller, et j'étais ravi de rentrer chez moi, et là, ma femme me disait, écoute, mais arrête, tout va bien, ne sois pas trop... Tu es adorable, mais trop, beaucoup trop, ça va, j'ai compris, sois normal. J'avais un besoin de me racheter, absolument bizarre, j'avais un besoin de me racheter permanent, et ça me touchait beaucoup, quoi. Ça me touchait beaucoup que justement elle n'ait pas de réaction d'agressivité véritablement vers moi, et elle n'était plus ma femme, elle était ma mère. C'est bien simple, tu me demanderais de t'offrir un café, je pourrais pas. J'avais déjà pris un ce matin, je te remercie. Si.
Si tu pouvais me proposer un emploi. J'ai tout paumé, mais je reste qualifié, je te demande pas la lune. Un emploi de comptable, par exemple. Je n'ai un. Vous souffriez finalement d'être dans la faute? Absolument, oui. Absolument. On peut à la fois éprouver du plaisir et en même temps être coupable. C'est une situation très pénible, parce que dans les deux cas, j'étais mal. Roland Giraud n'est pas une exception. Nombreux sont ceux qui trompent leur épouse en se sentant coupables. L'adultère est pavé d'auto-accusations, et cela explique pourquoi l'homme infidèle, tel le petit Pousset, laisse à l'occasion derrière lui les preuves de ses faux pas. Tiens, regarde comme on est beau. Mais pour être sincère, le sentiment de culpabilité que peut ressentir l'homme infidèle ne l'a jamais empêché de persévérer dans son être. Il s'est rien passé, je te jure, on n'a rien fait. Tout se passe comme dans les rêves dits de punition, où le dormeur coupable paye un tribut à la censure pour l'accomplissement de son désir inavouable. Parmi les 6 témoins rencontrés pour ce documentaire, 2 sont des femmes, et toutes les 2 ont été ce qu'on appelle des maîtresses, comme pour faire croire que dans les amours interdits, ce sont elles qui ont le pouvoir. Carole était à l'époque mariée, et son adultère est une lointaine histoire qui reste cependant un souvenir agréable. Sonia, elle, est toujours célibataire et sans enfant, et elle a pour amant depuis 8 ans un homme marié qui ne se presse pas de conclure. Comment est-ce que c'est possible pour une femme mariée qui travaille d'avoir une relation extra-conjugale? Est-ce que ça suppose une gymnastique extraordinaire ou est-ce que finalement ça n'est pas très compliqué? J'ai pas le souvenir d'avoir trouvé ça très difficile, avec des petits moments de frayeur, parce qu'il faut quand même masquer certaines choses, il faut éviter de montrer trop l'émotion dans laquelle on est et pourquoi. Et au niveau du timing, non, c'était pas très compliqué. Mais j'étais pas mère de famille, j'avais pas d'enfants, donc j'avais du temps libre. Vous disiez quoi? Que je partais en stage ou je ne disais rien, tout simplement, parce que parfois on se rencontrait beaucoup dans la journée finalement. On avait la chance de travailler ensemble, donc ça donne une certaine facilité. Je n'avais pas besoin de mentir puisque j'étais à mon travail. C'était pas très compliqué. Après, il y a eu également aussi des rencontres à l'hôtel ou plus organisées, ou sur une journée, ou voire des soirées. Et parfois des nuits. Ça a commencé donc sur notre lieu de travail. On a commencé par être amis et de fil en aiguille, on est devenus amants. Au départ, c'était plus pour m'amuser que autre chose, quoi. Et lui, c'est pareil, quoi. Hein. C'est après, on s'est surpris à avoir des sentiments assez forts, quoi. On avait déjà des horaires similaires. Donc le matin, tôt, à 4h jusqu'à 11h. Et donc après, on passait une partie de l'après-midi ensemble. On avait une vraie vie, quelque part. On sortait ensemble. Quand il y avait des soirées entre collègues, on y allait tous les deux. La majeure partie des collègues le savaient, quoi. Le week-end aussi? Non. Pas le week-end. Pas le week-end et pas le mercredi. À cause de ses enfants? L'amour et le mensonge. Pourquoi faut-il que la tentation à laquelle on cède fasse inévitablement de nous des hypocrites? C'est en tout cas pour n'avoir personne à tromper que Guillain, lui, a rejoint avec sa compagne Gabrielle la communauté des polyamoureux, la communauté de ceux qui veulent vivre plusieurs amours à la fois sans en cacher aucun. Être polyamoureux, c'est facile? Je pensais au début que ça allait être impossible de trouver une fille qui accepte. Je pensais que c'était le plus gros problème. Et en fait, c'est pas mon expérience. C'est-à-dire que c'est pas... Alors ça arrivait que rien se passe parce que voilà, on n'est pas sur la même longueur d'onde et donc dans ce cas-là, c'est assez frustrant. Mais globalement, les filles sont assez intéressées et assez ouvertes à essayer, surtout quand elles sont autour de la trentaine, en fait. C'est-à-dire que moi, mon expérience, c'est vraiment pas statistiquement représentatif, mais mon expérience a été que quand les filles ont autour de la trentaine, de la quarantaine, elles sont beaucoup plus intéressées, beaucoup plus ouvertes à cette expérience d'amour pluriel que quand elles ont 20 ans ou autour de la vingtaine. Pourquoi? Mais je pense parce qu'elles ont vu les défauts et les problèmes qui se posent dans un couple exclusif amoureux.
et qu'elles n'ont pas encore vu les défauts et les problèmes qui se posent dans les amours pluriels. Elles ont envie d'essayer, je pense. Voilà. Est-ce que vous vous dites infidèle? Oui, je suis infidèle, mais par contre, avec le consentement des partenaires. Voilà. Ce qui change ce qui fait que je ne suis pas dans la tromperie, en fait. Je ne trompe pas, mais je suis infidèle. Je suis infidèle sans tromper. Je ne sais pas si on peut le faire. Voilà. Mais pas sans faire souffrir. On sait ça. Et c'est une des choses qui est les plus difficiles dans les amours pluriels. C'est qu'on fait souffrir quelqu'un qu'on aime. Et ça, c'est pas rien, ça. C'est pas rien. Ça, c'est vraiment le... Et puis, d'un autre côté, de l'autre sens, quelqu'un qui nous aime nous fait souffrir. En tout cas, nous met dans une situation où on souffre. Et ça, c'est pas rien. Surtout qu'en fait, on est dans notre société imprégné de morale, d'une morale un peu ancienne comme ça, où si tu fais souffrir quelqu'un, t'es forcément un salaud, t'es immoral, c'est pas bien. Mais pourquoi faut-il aller voir ailleurs si tout va bien dans le couple? Il faut pas voir ailleurs. Hein. C'est pas un impératif. C'est-à-dire que si on va pas voir ailleurs, tout va très bien aussi. C'est pas ça. C'est pas je vis les amours pluriels, donc il faut que j'ai plusieurs. En ce moment, j'ai une seule relation amoureuse, par exemple. Gabriel en vit 2, moi j'en vis qu'une en ce moment. Et c'est pas un problème. Je me dis pas, tiens, mais allez, il faut que je trouve quelqu'un. C'est pas ça. Donc c'est pas il faut. Par contre, on peut. C'est possible. Et ça apporte des choses intéressantes, même si ça se passe super bien dans la relation actuelle, quoi. Et vous vous racontez tout? Ah, pas du tout, non, on n'a pas un devoir de vérité absolue. Maintenant, on n'a pas la règle qu'il faut tout dire, tout ce qui s'est passé à telle heure. C'est pas du tout comme ça. En fait, on dit les choses qui sont importantes, qui nous marquent. On dit, bah tiens, telle personne, je vis quelque chose avec elle, c'est important, c'est intense, ou pas d'ailleurs. Enfin, et puis voilà, et puis on s'est vu hier, ça m'enthousiasme, ou au contraire, c'était pas bien, j'ai pas le moral. Enfin, voilà, mais on peut rentrer dans les détails, mais on n'est pas obligé d'entrer dans les détails, évidemment. Difficile, bien évidemment, de contredire les polyamoureux. Comme idéal, la fidélité est respectable. Mais comme injonction morale, c'est une contrainte cruelle qui impose des renoncements, et les sacrifices qu'on accepte ont toujours un prix. La fidélité, c'est un concept qui a été inventé peut-être par des gens qui voulaient contrôler l'humain, je sais pas, limiter l'animalité de l'humain, enfin bon. Alors aujourd'hui, comme on a un peu libéré tout ça, c'est difficile d'y croire. Je pense que il y a un moment au début, pendant les premiers mois ou années, il y a un moment où la fidélité n'est absolument pas un sacrifice. Et puis il y a un moment où quand même ça devient beaucoup demandé aux deux. Et là, donc, on rentre dans une zone d'hypocrisie où, évidemment, là, je serais emmerdé de vous faire l'éloge de l'adultère. Je pourrais me faire engueuler. Et en même temps, je serais un hypocrite si je ne disais pas que c'est compliqué d'arriver à rester avec quelqu'un. Ouais. Vous acceptez facilement de trahir l'autre? Mais j'ai pas l'impression de trahir parce que je suis assez cohérent en fait. Par exemple, je ne mène pas de double vie, contrairement à beaucoup de gens. Donc j'ai plutôt une tendance à être facile à gauler, comme on dit, assez mauvais menteur, donc incapable de cloisonner, j'ai pas de talent pour ça. Donc j'ai pas vraiment de talent pour le vaudeville. C'est pour ça d'ailleurs que c'est plus amusant d'ailleurs. Puisque dans un vaudeville, un type qui se fait jamais prendre, c'est pas drôle. Mais... Donc vous êtes souvent fait prendre? Tout le temps. Tout le temps, oui. Non, mais c'est pas drôle, en fait. Ça fait de la peine. Et voilà, mais c'est... Je trouve qu'il y a quelque chose d'amusant. Par exemple, il y a un film qui s'appelle Le Cavaleur, avec Jean Rochefort. Le héros s'appelle Édouard Choiseul. Il n'arrête pas de courir la France. Il est pianiste, un virtuose du piano. Il passe son temps d'un concert à l'autre à courir. Il a sa femme, il a des enfants, il a des maîtresses et tout. Et il ment à tout le monde toute la journée. Il court. Et
mes copains m'ont surnommé Édouard Choiseul. Il est possible que l'âge calme. Donc moi, mon rêve, c'est qu'à un moment, je sois fatigué et je rencontre quelqu'un qui dise « Écoute, Choiseul, calme-toi, je vais te mettre un coussin là, tu vas t'asseoir, tu vas être bien, et maintenant tu vas te reposer. » Voilà, c'est pas mal. Donc je pense que peut-être la solution au désir n'est pas ni l'assouvissement, ni l'inassouvissement, c'est la vieillesse. Te poser une question, c'est ça, hein? Qui va te paraître faux folle. Tu peux me dire si j'ai encore mes sourcils? Ils ont foutu le camp. Est-ce que l'artiste n'est pas structurellement infidèle? Oui, puisque on se donne aux autres, corps et âme. Et en plus, on passe son temps à y penser, comme on peut penser à une maîtresse. On écrit à sa maîtresse, on répète pour sa maîtresse, on s'angoisse pour cette femme qu'est le public. Oui, bien sûr, c'est une forme de tromperie, oui, c'est clair. Quand on est marié, comme vous l'avez été pendant plusieurs années, c'est aussi dangereux d'être toujours dans la séduction. Ah bah oui, bien sûr, c'est vachement dangereux la séduction. Mais c'est ça qui est excitant. On joue avec le feu. Mais c'est ça qui m'excitait. Moi, je suis toujours sur le fil, hein, même dans mes spectacles, même mon deuxième album, je l'ai appelé comme ça, Sur le fil, parce que je suis toujours sur le fil. Et être dans la séduction, c'est être toujours sur le fil. La séduction, c'est un jeu qui est passionnant, qui est génial. Quand on a acquis une certaine expérience, c'est extraordinaire de la séduction. Parce que quand on est des extra-lucides, comme on est nous, les artistes, des mecs qui captent tout et qui scannent tout, c'est génial. C'est très drôle. C'est comme le jeu du chat et de la souris. Donc moi, souvent, je me contente de ce jeu-là. Ça me suffit. L'homme marié que vous étiez ne cherchait pas à multiplier les aventures? Non, j'avoue que dans les dernières années, je cherchais l'amour. Parce qu'il n'y avait plus tellement. Enfin, c'était un peu une forme de routine. Et j'avoue que quand on est un artiste comme moi, quand on fait du one-man show, on ressent des choses très très fortes. Quand on a la chance d'avoir du succès et qu'on est devant des milliers de gens et qu'on reçoit ça, c'est tellement fort que dans la vie, on a besoin de ressentir des choses presque aussi fortes. Et évidemment, l'amour, c'est la drogue la plus puissante qui soit. Et cette drogue a fini un jour par mettre en péril votre couple? Oui, tout à fait. Oui, bien sûr que ça mettait en péril mon couple. Ouais. C'est comme ça qu'il est tombé d'ailleurs, mon couple. Parce que je suis tombé amoureux de quelqu'un. J'étais avec ma femme pendant 15 ans. Et puis voilà, probablement l'usure du couple, comme on dit. Et le désir de vivre quelque chose de fort. Et c'est vrai que je lui ai fait du mal. Je m'en veux, hein, mais malheureusement, c'est comme ça, c'est la vie, quoi. La roue tourne, hein, de toute façon. Après, j'ai été puni. C'est-à-dire? Bah voilà, ce que je lui ai fait vivre, ben, je l'ai vécu moi-même, donc ça arrive souvent. Comme Elise Moon, vous aussi avez le sentiment d'avoir été puni. C'est quoi en fait votre chagrin d'amour? C'est ce que j'ai vécu avec le départ de cette personne qui est partie un jour, et pour des raisons que je peux parfaitement comprendre en plus. C'était que je ne m'étais pas engagé, et que je crois que toutes les femmes, un jour ou l'autre, veulent savoir si elles peuvent s'engager ou non, et si elles peuvent avoir confiance, et si elles peuvent espérer quelque chose. Bon. Si elles savent que non, et qu'il y a quelqu'un d'autre, souvent ça refroidit les personnes, si vous voulez. Et donc, elle m'avait averti, je lui ai dit non, c'était inconcevable pour moi, je trouve que c'est très bien comme ça. Oui, moi aussi pour le moment, mais ça peut changer un jour. Le jour où ça a changé, je l'ai très très mal vécu. Très très mal vécu. C'était en plus à un moment qui est un peu pour les acteurs sensibles à la création d'une pièce, et j'ai très mal vécu. Ça m'a fait un excellent régime, en revanche, parce qu'en un mois, je crois que j'ai perdu 13 kilos, parce que la pièce était très dure,
J'avais 12 changements de costume, et puis elle m'avait quitté avant. Donc, il y avait c'était formidable comme origine. Finalement, elle a fait ce que je craignais, c'est qu'elle a rencontré quelqu'un qui voulait bien s'établir, qui en plus était quelqu'un tellement différent de moi que ça m'a beaucoup amusé. C'était un professeur de philosophie, je n'aurais pas tenu 10 minutes sur une conversation avec lui, ça j'aurais été. Et puis, je me suis dit, bon, je ne vais pas me battre avec ça, c'est beaucoup plus fort que moi. Et ben non, 4 ans après, elle s'est séparée et vraiment divorcée de ce monsieur, et puis elle m'a rappelé. Et ça vous a fait quoi quand elle est revenue? C'est incroyable. Vraiment, j'avais 18 ans ce jour-là. Et bon, puis ça a recommencé, hein, en fait, pour le moment. Et puis j'ai eu des doutes. Je me disais, effectivement, elle se retrouve toute seule, elle me rappelle. Pourquoi me rappelle-t-elle? Et puis c'est moi qui suis parti au bout de 2 ans pour des raisons, alors là, que je n'ai pas du tout envie d'en raconter, mais qui sont des raisons qui pour moi étaient évidentes de départ. Voilà. Chaque fois que vous alliez voir votre amant, vous vous disiez « Ciel, je trompe mon mari » ? Oui. Oui, quand même. C'était de dire « Oh là là, mais bon, qu'est-ce qui m'arrive ?» Ça venait très naturellement. C'était très naturel de se retrouver. Mais c'est vrai qu'en dehors de ça, je le masquais forcément. Et je me disais « Oh là là, mais oui, mais je suis mariée et je trompe mon mari. » En vous mariant, vous pensiez possible de vivre un jour un adultère? Bonne question. Je pense que c'était plutôt exclu. Je me suis mariée assez jeune, mais pour moi, j'avais dans l'idée de faire ma vie avec cet homme-là et la fidélité et tout ça. C'était une grande idée que j'avais. Et non, je n'avais pas envisagé l'idée de pouvoir le tromper. Est-ce que parfois vous aviez honte d'avoir une relation extra-conjugale ou bien le plaisir que vous y trouviez était quand même tellement fort que jamais la honte ne vous a envahi? Ben voilà, je crois que vous avez donné la réponse presque. C'était vraiment la deuxième solution. Non, j'avais pas honte. Il y avait beaucoup de plaisir à cette relation, beaucoup de plaisir intellectuel, personnel. C'était vraiment énorme et non, il n'y avait pas de honte. Les seuls moments où la honte pouvait un peu percer, c'est quand je pensais bien sûr à mon mari, à sa famille, s'il savait, il y avait quelque chose qui était un peu trouble. Mais la relation que j'avais me paraissait tellement belle que je ne voyais pas pourquoi j'aurais pu avoir honte. Voilà. Un jour, au mariage d'un collègue, vous vous êtes retrouvé face à votre amant et à sa femme. Comment avez-vous vécu la situation? Au départ, ça m'a amusée. Enfin, je me suis dit, c'est cocasse. Et au final, à la fin de la soirée, plus ça allait, moins je supportais de la voir, de le voir aussi avec sa femme, ses enfants. Et le pire, c'est que 2-3 fois, il est venu me voir dans la soirée en catimini, quoi. Mais je pouvais pas, je voulais pas qu'il me touche, quoi. Et ça, j'ai mis un moment pour m'en remettre. Aujourd'hui, vous continuez de voir cet homme, mais vous refusez que vos rencontres se passent à l'hôtel. Pourquoi? Ça me ferait trop penser à la relation clandestine. Je pense qu'on a dépassé ça, quoi. Donc, c'est pas possible, quoi. Vous préférez encore vous retrouver chez lui? Disons que c'est moins déshonorant, on va dire, pour moi. Mais c'est gênant. C'est dans le lit conjugal, en plus, que ça se passe. Oui, donc c'est encore plus gênant. Et je pense que lui, ça n'a pas l'air de le gêner, hein. Freud avait une thèse étrange. Même ceux qui, dans le mariage, dénient les tentations, ressentent leur pression, écrivait-il. Tu me fais confiance, tu me l'as dit. Donc tout va bien. Hein? Et ils ont dès lors recours à un mécanisme inconscient pour se soulager. La jalousie projetée. Certes, l'autre est parfois coupable, mais qu'il le soit ou non, on soulage de toute façon sa conscience en lui attribuant ce qu'on ressent soi-même, en projetant sur lui ses propres impulsions. Tout se passe comme si, aspirant moi-même à l'infidélité, j'avais d'autant plus tendance à soupçonner mon partenaire de l'être. Comme la tentation, la jalousie serait ainsi le pain quotidien du couple. Est-ce que les couples qui pratiquent les amours pluriels sont plus en danger que les autres? Alors,
Effectivement, moi je pense qu'on met plus notre couple en danger, en tout cas à court terme, que si on était dans l'exclusivité amoureuse. Et effectivement, ça n'a pas que des côtés négatifs. C'est-à-dire qu'il y a aussi les retrouvailles après le danger. Que Gabriel vous trompe à la vue de tous ne vous embarrasse pas. Alors moi, justement, j'ai pas une identité masculine figée, enfin je sais pas comment je dirais, mais mon identité ne repose pas sur le fait que je suis un mec. J'essaie pas d'être un mec, un vrai, tu vois, un mec qui en impose, qui est là, qui a des couilles, tu vois. Je suis pas dans ce schéma-là, et je pense que ça m'aide, parce qu'effectivement, vu de la société extérieure, ah ouais, ta meuf, attends, elle a un autre amoureux, mais laisse tomber, t'es pas un homme, quoi, t'es une tafiole. Et donc, à la limite, ce que j'ai déjà dit une fois à quelqu'un de ma famille, ouais, je suis une tafiole, ouais. Et il n'y a jamais de jalousie de voir l'autre céder à la tentation. Mais la jalousie, elle est là, elle est toujours un peu... pour moi, hein, après ça dépend, il y a des gens qui vivent les amours plusieurs et qui disent on n'est pas jaloux. Moi je vois, il y a des gens qui disent moi je vois mon amoureuse en train de faire du sexe avec quelqu'un d'autre, ou même dans une relation amoureuse avec quelqu'un d'autre, je suis content pour elle, j'ai pas de sentiment de jalousie. Pour moi, il y a toujours un truc dans le ventre qui se passe, quoi, ouais, alors est-ce que ça va être mieux qu'avec moi? Est-ce qu'elle va toujours vouloir être avec moi ou pas, quoi? Qu'est-ce qui va se passer? C'est toujours une incertitude, quelque chose d'un peu douloureux, ouais. Je vais être direct. Qu'un autre homme donne du plaisir à Gabriel, c'est insupportable ou pas pour vous? Alors, ça n'est pas insupportable si je suis pas là. Par contre, j'aimerais pas du tout la voir faire l'amour avec quelqu'un d'autre, parce que je me dirais, ça me mettrait peut-être face à mes propres limites, et je me dirais, ah, elle fait pas ça quand elle est avec moi, ou ah ouais, mais en fait, c'est moi. Je comparerais forcément beaucoup, quoi. Et j'ai peur de cette comparaison. Donc j'ai vraiment pas du tout envie de me confronter à ça. Par contre, c'est pas un problème. L'idée me pose pas de problème. Mais l'entendre, rien que l'entendre me pose. C'est pour ça que je le dis. Rien que l'entendre me poserait un problème. Et c'est pour ça que je dis, quand elle sera un peu obligée d'amener quelqu'un ici parce qu'ils ont nulle part où se retrouver, et ben on se mettra d'accord. Moi, j'irai dormir ailleurs, et voilà. Vous supportez l'infidélité de l'autre? Pas du tout. Mais vous savez, quand je dis que je suis banal, je crois que vraiment c'est le cas. C'est triste de l'admettre, mais c'est un peu le cas. C'est-à-dire que, comme beaucoup d'hommes, j'estime que moi, si je suis infidèle, c'est pas grave, mais que si ma femme l'est, c'est un drame, une tragédie, je la quitte immédiatement, elle me dégoûte à tout jamais. Donc je suis parfaitement lucide sur l'aspect profondément injuste de ce comportement, mais on est assez nombreux dans ce cas. Je ne me suis pas remariée, mais je vis avec un homme. Ça se passe merveilleusement. Il s'appelle Patrice et il se trouve que c'est mon directeur financier. Alors, si tu crois m'émouvoir en te faisant le masque de l'humilité et de la modestie, tu te fourres le doigt dans l'œil. Et si tu en es là aujourd'hui, je ne suis pas mécontente. Yes! Bon, tu peux te réjouir, je suis complètement à la ramasse. Je vis en banlieue dans 15 mètres. Le vœu que vous avez fait en vous mariant, c'était de ne pas vous séparer de votre femme, mais c'était aussi le vœu de lui être fidèle. Bien sûr, bien sûr. Donc bien sûr. Vous ne respectez finalement qu'une partie du vœu. Absolument, je respecte qu'une partie, mais je pense aussi que... Alors là, je pense que vous allez me prendre pour le dernier des Foderges, mais l'adultère est le 7e commandement. Donc je pense que peut-être, il est un petit peu moins sévère dans la mesure où on ne fait pas trop de dégâts. C'est la petite réponse que j'ai trouvée. Et pourquoi n'avez-vous jamais songé à quitter votre femme? J'ai au fond de moi l'absolue conviction que la compagne de ma jeunesse, donc, qui est donc ma femme, avec tout ce qu'elle a dû supporter, sait profondément que je ne la quitterai jamais, et ça c'est ma conviction absolue, parce que je ne peux pas, et puis parce que je l'ai promis au pasteur, je ne sais pas, qui était un homme que j'admirais beaucoup, au pasteur hollandais qui nous a mariés, et que j'ai fait toutes ces bêtises-là parce que je suis un homme très, très fragile.
Alors, je vais être un peu désagréable. Est-ce que ça n'est pas commode, lorsqu'on est croyant comme vous, de se dire, puisqu'après tout, nous nous sommes jurés de rester ensemble jusqu'à la fin de nos jours, ma femme supportera ce que je fais et donc ne me quittera pas? Est-ce que c'est pas commode? Peut-être, mais au fond de moi, je sais pas comment dire. Je suis d'une famille, moi, où je n'ai jamais vu de gens divorcer. Alors, je ne dis pas que c'est bien, parce que des fois, il vaut peut-être mieux divorcer, je le sais, dans certains cas. Mais je n'ai jamais vu de gens se séparer, divorcer dans ma famille. Et l'idée même de quitter ma femme, mon épouse, ne m'est jamais venue. Alors c'est très, très, très curieux, parce que c'est cette petite entaille que j'ai faite et qui a fait quand même souffrir ma fille, ce que je n'arrête pas de dire, je n'arrête pas de croire, et à quoi je pense de plus en plus, surtout qu'elle n'est pas là pour me le rappeler. Et qui a fait souffrir ma femme, et des choses qui me blessent d'autant plus maintenant qu'avec les événements qui se sont passés, ça fait beaucoup de souffrance ajoutée. Alors je fais très attention. Aujourd'hui, je n'ai plus ce chagrin-là. Parce qu'entre-temps, il s'est passé quelque chose de incommensurablement plus grave. Et là, pour moi, là, ça a été une leçon vis-à-vis de Théo. Il me semblait que je voyais quelqu'un qui me disait « Tu as cru que tu avais souffert là ? Je vais te montrer ce que c'est que la souffrance. Tu vas voir la vraie, ce que c'est. » Pour moi, c'est ça que je garde. Et là, il avait raison. Votre mari ne s'est jamais douté de votre relation extra-conjugale? Dans un premier temps, non. Et puis, un petit peu plus sur les derniers mois. Je pense que j'avais changé, évolué, que je me cachais peut-être un petit peu moins aussi. Et il a fini par la découvrir, même. Je lui avais déjà dit que je voulais le quitter à ce moment-là, quand il a vraiment découvert. Mais c'est le fait qu'il le découvre de manière évidente qui a fait que je lui ai dit, bon ben voilà, je m'en vais. Je peux vous demander comment il a découvert cette liaison? Une lettre que j'avais écrite et que j'avais mis dans mon sac. Et il a fouillé mon sac. Voilà. Mais bon, ça m'a permis de me donner le déclic du départ. Quelques heures après, je quittais la maison. Définitivement. J'avais envie ce soir, comme c'est bientôt les vacances et que ça va être la partouze générale, je voulais vous offrir des préservatifs. Éclatez-vous, uniquement les célibataires, tous ceux qui ont l'intention de tromper leur femme, je ne sais pas. Hop là, merde. C'est un signe, je me les suis renvoyés à moi-même. Voilà, en tout cas, merci. Finalement, est-ce que l'amour que vous portent les femmes que vous séduisez chaque soir sur scène pourra jamais remplacer l'amour d'une femme? C'est pas le même amour. Le public, c'est un amour platonique. Et puis c'est un amour qui dure 1h30. C'est-à-dire qu'après, les gens rentrent chez eux, et puis le lendemain, ils vont voir un autre spectacle. C'est un public infidèle aussi. Donc... c'est pour ça que souvent, on se demande pourquoi Dalida, Mike Brandt, des gens qui étaient adorés, adulés, se sont suicidés. Parce que on se dit tous, putain, je comprends pas, ils étaient malheureux ces gens-là, mais ils étaient adorés des gens. Michael Jackson, c'est une forme de suicide aussi, ce qui lui est arrivé. Il était aimé de la planète entière, mais vous voyez bien que ça comble pas le vrai, un vide qu'on a. Alors que se passe-t-il quand les lumières s'éteignent? C'est comme une douche froide. J'ai un exemple concret. J'ai joué il y a 1 an, je crois, à Bordeaux, dans une salle qui s'appelle La Patinoire, qui, comme son nom l'indique, est une patinoire. Donc c'est genre gigantesque, un peu impersonnel et tout. Et après le spectacle qui s'était bien passé, il y a 2 personnes qui m'ont demandé des autographes. Et je me suis dit, avec mon régisseur, j'ai fait « Ah non, là, s'il te plaît, je peux pas rentrer à l'hôtel, là, c'est pas possible. Je viens de vivre un truc de fou. Allons, sortons, allons dans une soirée, dans une boîte, n'importe où je veux voir du monde, parce qu'il y a une excitation qui est tellement forte qu'il peut pas retomber comme ça. C'est horrible quand tu rentres à l'hôtel, c'est atroce, quoi.
Vous ne pouviez pas vous retrouver seul après avoir connu des sensations aussi fortes. Pas seul, forcément. Je cherchais pas à coucher avec une nana, hein, mais j'avais besoin de voir des gens, des vraies personnes, quoi. Enfin, pas juste une masse noire comme ça qui rigole. Je vis avec toujours la peur qu'on m'abandonne, et je me dis toujours, si on m'abandonne, c'est parce que je suis un nul en fait, parce que je suis une merde. Et souvent, quand on vit avec la peur qu'on nous abandonne, on nous abandonne. Comme quand si on vit avec la jalousie, eh ben forcément, un jour ou l'autre, on vous trompe. Parce que ce qu'on redoute que l'autre fasse, eh ben, il va le faire parce que on lui met une telle pression que... Donc oui, c'est vrai que c'est le truc, c'est mon talon d'Achille, ça c'est clair. Est-ce que votre femme vous a aujourd'hui pardonné? Je le pense. Je le pense. Je pense, oui. Et vous vous êtes pardonné? Beaucoup moins. Beaucoup moins parce qu'elle mérite mieux. J'ai toujours dit qu'elle méritait beaucoup mieux que moi. Mais pourquoi les gens se rencontrent? L'histoire avec votre femme, il n'y a pas de doute, c'est une belle histoire. Est-ce que l'histoire avec cette autre femme, vous diriez que c'est aussi une belle histoire? Non, c'est pas une belle histoire. C'est pas une belle histoire parce que je suis persuadé que c'était pas une histoire d'amour très pur. Voilà. Moi, j'y pense toujours, hein, j'y pense toujours de toute façon. Parce que c'est amusant, c'est elle qui m'a quitté, maintenant c'est moi. Mais je ne rappellerai pas. Et puis je me dis, si elle me rappelait un jour, qu'est-ce que je ferais? Je sais pas. Toujours dans l'attente. Dans l'attente, parce que je peux pas le joindre, moi, donc c'est lui qui me joint. Dans l'attente qu'il me joigne, dans l'attente, j'attends. J'attends moins qu'avant, enfin j'attends différemment, on va dire, mais j'attends toujours, quoi. Je suis toujours dans l'attente. Vous n'avez plus le droit de lui téléphoner? Je sais plus son numéro. Pourquoi? Donc, parce que sa femme a découvert un texto un jour et donc après j'ai plus de numéro. Est-ce que vous serez encore avec lui dans 8 ans? Je sais pas. Mais c'est pas impossible. Ouais, non, c'est pas impossible. C'est pas impossible parce que déjà au bout des 5 ans, je m'étais dit 5 ans ça fait beaucoup. Et puis finalement, plusieurs fois je lui ai dit on arrête, j'en ai marre, on arrête quoi. Et puis finalement, on continue à se parler, on continue à se voir, il faudrait tout cesser quoi. Et c'est difficile. Il faudrait que je le raye de ma vie quoi. Ça ferait un grand vide quoi. Parce qu'il prend beaucoup de place dans ma vie. Hein. À long terme, comment vous vous voyez? Quand je m'imagine dans le futur, je me vois seule. Je me vois pas avec quelqu'un, quoi. Et je me vois pas avec lui. Finalement, je me dis, est-ce que c'est pas un désir... le fait de le désirer comme ça, est-ce que c'est pas... est-ce que si un jour je l'ai, je vais pas lui dire au revoir, quoi. Je me pose la question, quoi. Est-ce que c'est pas le fait de pas pouvoir l'avoir il y a un peu de ça, je pense. Avec vous aussi, parlons de l'avenir. Peut-être aurez-vous un jour, avec Gabriel, des enfants. Vous imaginez continuer à vivre des amours pluriels? Pour moi, à mon avis, au niveau du développement des enfants, ça pose aucun problème. Après, la question c'est est-ce qu'on le dit aux enfants, est-ce qu'on le dit pas aux enfants? À mon avis, le dire aux enfants, c'est plus confortable, ça permet d'inviter des gens, peut-être à la maison, des amoureux, et puis que ça soit pas attention, il faut faire gaffe, à ce qu'on n'ait pas de geste de tendresse ou rien. Le gros problème que je vois, c'est concernant les copains de l'école. C'est-à-dire que si les enfants commencent à dire à l'école, un peu comme il y a 20 ans les enfants divorcés, si les enfants commencent à dire à l'école « Oui, mon père, il a 2 meufs, machin... Puis après, ça va être il va y avoir des amalgames de faits, il peut y avoir des mauvais retours, il peut y avoir des trucs de voisinage, les choses comme ça peuvent être compliquées. Mais de la même façon que quand les parents étaient divorcés il y a 20 ans, il valait mieux pas trop le dire à l'école, parce qu'il pouvait y avoir des problèmes. Voilà. Donc c'est plutôt un problème d'image
que ça a dans la société et que comme les enfants sont particulièrement vulnérables à ça, ça peut poser des problèmes. Je vois vraiment le gros problème ici. Le reste, par rapport à une famille recomposée, par exemple, mais même par rapport au fait que papa fait de la compétition en badminton et donc est absent un week-end pour aller faire du badminton. Bon, bah, papa est à la mer avec Joséphine. Je veux dire, franchement, les enfants, ça leur change pas grand-chose. Bref, vous espérez rester infidèle jusqu'à la fin de vos jours. Moi, je pense que je serai dans l'infidélité consentante jusqu'à la fin de ma vie, parce que ça m'apporte tellement, je trouve ça tellement positif, il y a tellement des aspects positifs, malgré tous les problèmes et toutes les souffrances. Je trouve ça tellement extraordinaire, je trouve ça tellement magique, tellement... Voilà, que oui, je pense, là, actuellement, maintenant, que je serai dans les amours pluriels toute ma vie. Qu'est-ce que cette aventure vous a appris sur votre propre couple, puisque peu de temps après, vous avez donc quitté votre mari? Et je crois que ça m'a tout simplement appris que je m'étais trompée. J'avais connu mon mari très jeune, j'étais adolescente, je me suis mariée jeune et en fait, je ne connaissais pas vraiment ce que pouvait être la relation avec un homme, l'échange que ça pouvait être. Et au fur et à mesure de la relation extra-conjugale que j'ai eue, j'ai l'impression d'avoir appris ce qu'un vrai échange ou une vraie relation, le fait d'être vraiment aimé, pouvait être. Et donc, j'ai appris sur mon couple que pour moi, finalement, ce n'était pas un vrai couple, que je n'étais pas heureuse du tout et que je pouvais vivre quelque chose de mieux, soit seule, soit en couple plus tard, mais je ne pouvais plus rester avec cet homme-là. L'infidélité a donc été pédagogue. Oui. Avec le recul, je peux dire que oui. Je pense pas m'en être rendu compte sur le coup. Avec le recul, oui. Et à vous, qu'est-ce que l'infidélité a appris? On ne peut pas désirer ce qu'on a. Et on aura beau tourner la chose dans tous les sens, si je puis dire. L'étymologie nous l'explique. Désir, ça vient du préfixe privatif, dé, comme dans faire et défaire. Et zir, ça vient de sidérere, qui veut dire étoile en latin. Enfin, par exemple, ça donnait espace intersidéral, sidérant, etc. Donc le désir est toujours la privation d'une étoile. Quand un type va dans un bar et qu'il dit à une nana mignonne qu'elle est désirable, en fait, il lui dit qu'elle est une étoile filante, qu'il n'arrivera jamais à attraper, etc. Donc dans l'étymologie du mot, on a déjà quelqu'un qui a eu l'idée de nous prévenir. Tu ne désireras pas ce que tu as. Il y a l'idée d'échapper tout le temps, d'être toujours insaisissable. La femme qu'on désirera toujours, c'est celle qui est incernable, qui ne sera jamais en notre possession. Ça, c'est peut-être le problème fondamental, au fond. Avec le désir, le problème fondamental, c'est comment continuer à désirer quelqu'un qui est chez moi en train de dormir tous les soirs. Ce qui vous tente le plus, c'est ce qui vous échappe. Je pense que quelqu'un qui arriverait à m'échapper toute ma vie serait la femme idéale. Je ne sais plus quand il a dit ça, mais Barack Obama a dit peut-être la plus belle chose sur l'amour et sur le désir. Un jour, il parlait de Michelle Obama, sa femme, et il a dit « This woman is a stranger ». Il dort avec elle, ils vivent ensemble, ils sont mariés depuis longtemps, ils ont des enfants, mais cette femme est une étrangère. Il dort avec une étrangère. Il se réveille et il se dit « Mais c'est qui cette femme ?» Et ça, je crois que c'est ça le secret, voilà. Est-ce que ça ne serait pas plus simple, maintenant que vous avez de l'expérience, que vous avez constaté cette loi des 3 ans, de dire à votre compagne, on sait à quoi s'en tenir, on peut prévoir le terme. Pourquoi est-ce qu'après tout, la vérité que vous avez découverte à travers des expériences nombreuses, ne pourrait-elle pas devenir une vérité assumée par les deux? C'est vrai, je pense que c'est une assez bonne idée. Il faudrait au lieu de parler soit de mariage, soit d'amour éternel, signer un bail.
fait. Un bail de 3 ans, comme un appartement, qui serait renouvelable. Au bout de 3 ans, on se revoit et on dit, un peu comme une élection présidentielle, vous savez, les gens, ils disent, tiens, ben, lui, on va le mettre pendant 5 ans. Après, au bout de 5 ans, on revote pour lui ou on le vire. Et après tout, c'est une idée possible. Un bail renouvelable tous les 3 ans. Et j'ai déjà essayé d'expliquer ça. C'était pas très romantique, c'était bizarrement perçu. Je sais pas pourquoi. J'ai reçu des coupes de champagne au visage quand je proposais ce bail, qui est pourtant, à mon avis, la solution, évidemment. Frédéric Beigbeder a raison. Dès qu'il s'agit du désir, il ne faudrait jamais rien sceller dans le marbre. Certes, les contrats tranquillisent, les promesses rassurent, le quotidien apaise. Mais justement, les amants, eux, ont besoin d'être inquiets. Roland Giraud, que son épouse a pardonné, le sait bien. La grandeur d'âme de l'autre n'a jamais empêché personne de récidiver dans le péché. L'adultère n'est pas une sinécure, en témoigne son cortège de mensonges, d'atermoiements, de douleurs. Mais comment ne pas reconnaître au péché non seulement des attraits, mais encore des vertus? Guillain peut bien sûr rêver d'un monde où l'on s'aimerait sans crainte et sans tromperie, un monde où l'on simplifierait la vie au désir. Hélas, hélas, pour désirer, nous avons besoin de complications, de tensions, d'obstacles, besoin d'être sur le fil. Et si un jour le tabou de la virginité, le mariage et les autres obstacles à la satisfaction ne suffisent plus, faites-nous confiance. Nous en inventerons de nouveaux pour pouvoir continuer à jouir de l'amour et de la tentation. Vous voyez, je rougis, je vous l'avais dit. Mais il fait chaud, hein, là. Est-ce que je peux enlever mon pull? Ah, maintenant j'ai un t-shirt moche. Bon, tant pis. Oui. Qu'est-ce qui vous fait rougir, à votre avis? Le sujet de conversation extrêmement gênant. C'est embarrassant de parler de ça.